Alors, en préambule de ma conférence sur les membres fantômes, j'aimerais attirer votre attention sur la complexité de gestes aussi simples que, par exemple, saisir un gobelet comme je viens de le faire ici. Et la complexité de ce geste extrêmement simple, en tout cas d'apparence, tient au fait qu'il faut une connaissance quasi parfaite de toute la géométrie corporelle pour saisir ce gobelet. Ça va de l'œil dans son orbite, de l'orbite ou de la tête sur le tronc, de manière à savoir en fait où est positionné ce gobelet par rapport à mon corps. Et bien évidemment, il faut aussi connaître la position de la main par rapport au bras, la position du bras par rapport au tronc, de manière en quelque sorte à construire une chaîne qui va de la rétine jusqu'à la main, qui va être l'effecteur qui va saisir ce verre. Par chance, on a une multitude de récepteurs disséminés sur l'ensemble du corps, des récepteurs qui sont à l'intérieur des muscles, des récepteurs qui sont à l'intérieur des tendons, d'autres à l'intérieur des articulations, des récepteurs à la surface de la peau, et qui sont autant de récepteurs qui permettent d'informer le cerveau, entre autres, sur la position des différents segments corporels, comme par exemple la position de ma main par rapport à mon bras, la position de mon bras par rapport à mon tronc, la position de mon œil par rapport à ma tête et ma tête par rapport à mon tronc. Et tous ces récepteurs vont permettre de reconstruire une chaîne qui va aller de la position de l'œil dans son orbite jusqu'à ma main, de manière à ce que je puisse aller saisir cet objet. Alors on pourrait penser que tout cet ensemble de récepteurs, cette multitude de récepteurs disséminés à l'intérieur ou en surface de mon corps, sont des récepteurs qui vont jouer un rôle important dans la conscience d'avoir un corps. Ou la conscience d'avoir un bras, la conscience d'avoir une jambe, etc. Et il s'avère, et c'est tout l'objet de la conférence que je vais faire aujourd'hui, eh bien que l'on peut avoir conscience d'avoir un bras, malgré le fait que ce bras ait disparu. Et donc, que tous les récepteurs qui sont disséminés, ou en tout cas qui étaient, parce que pour le coup, dans le cas de l'amputation, il faut parler au passé, de tous ces récepteurs qui étaient disséminés dans ce bras, dans cette main, au bout de mon index, au bout de mon annulaire, etc., eh bien, tous ces récepteurs ont disparu, et pour autant, il y a un maintien de cette conscience d'avoir un bras, c'est ce qu'on appelle la sensation fantôme. Donc le bras disparaît, généralement suite à une amputation, et on a toujours conscience d'avoir ce bras. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à cette conscience d'avoir un bras, cette sensation d'avoir un bras ou une jambe, hein, d'avoir en tout cas tout un ensemble de segments corporels. Et on va voir toutes les sensations associées, les situations qui engendrent de la douleur, puisque le membre fantôme est souvent associé à de la douleur. Alors, l'amputation. Donc le membre fantôme, c'est souvent une sensation qui fait suite à une amputation. Donc ici, on a la représentation d'une amputation, et les amputations, ce n'est pas quelque chose de particulièrement moderne, ça a toujours existé, qui consiste donc à sectionner, enlever une partie du corps, en l'occurrence ici sur cette représentation un bras, et en général, ou bien souvent, le patient, suite à l'anesthésie, si tant est qu'il y a anesthésie, hein, parce que ici, à l'époque où a été faite cette amputation, l'anesthésie n'existait pas, donc je vous laisse imaginer la douleur que devait ressentir le patient. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette sensation fantôme ou ce membre fantôme? C'est une sensation fictive de la pérennité du membre, donc la sensation que ce membre, malgré le fait qu'il ait disparu, soit toujours présent. Et à ce membre sont associées des sensations spécifiques, des sensations tactiles, des sensations thermiques, nociceptives, douloureuses, ou encore des sensations de mouvement. Et c'est ainsi, par exemple, qu'un amputé du bras peut, à volonté, bouger son bras, ou en tout cas avoir la sensation que son bras bouge toujours, malgré le fait que son bras n'existe plus. Alors, les premiers écrits nous viennent d'Ambroise Paré,
qui a décrit assez précisément les symptômes des amputés, puis par Mitchell en 1871, qui lui a donné le nom de sensation fantôme. Donc le nom de sensation fantôme ou de membre fantôme nous provient de Mitchell, qui décrivait le cas d'un patient qui a été amputé des 2 jambes et qui, au réveil, après l'anesthésie, se plaignait de douleurs au niveau des mollets et demandait à l'infirmière de venir lui masser les mollets. Sauf que les mollets n'étaient plus. Donc l'infirmière était en grande difficulté pour soulager ce patient, se plaignant de douleurs aux mollets qu'il n'avait plus. Alors, l'origine de l'amputation, on a souvent en tête les amputations traumatiques, et les guerres ont été de très grands pourvoyeurs d'amputés, mais ce n'est pas la seule cause de l'amputation. Donc amputation traumatique, les guerres en font partie, mais les accidents aussi ont leur lot d'amputation, surtout chez les jeunes. C'est la première cause d'amputation chez les jeunes, cause traumatique. On a d'autres causes pathologiques, par exemple, les thromboses peuvent amener à devoir supprimer une jambe, par exemple. La gangrène peut amener à devoir couper un segment, la lèpre, etc. Ou encore des raisons de cancer, de tumeurs qui amènent à enlever une partie corporelle. Et enfin, il y a d'autres amputations qu'on connaît peut-être un peu moins bien, sont les amputations congénitales, qui sont liées à un défaut de développement d'un segment in utero. Donc ce sont des enfants qui naissent sans bras, par exemple, ou sans jambes. Et c'est ce qu'on appelle une amputation. Il n'y a pas de geste chirurgical à proprement parler, mais il y a néanmoins un membre qui n'est pas au rendez-vous à la naissance. Alors, les sensations fantômes peuvent toucher tous les organes corporels. Alors, on connaît principalement, on a souvent entendu parler d'amputation ou de sensations fantômes au niveau des jambes, au niveau des bras, mais les sensations fantômes peuvent tout aussi bien toucher le visage, donc la perte d'une oreille, la perte du nez, la perte d'une partie du visage, peuvent toucher aussi les organes génitaux, et par exemple, suite à une amputation du pénis, eh bien, les patients peuvent continuer à ressentir ce qu'on appelle une pénectomie. Les patients peuvent continuer à ressentir des sensations de présence de ce pénis, voire même des sensations de type érection ou éjaculation. Vous me direz, tout n'est pas perdu, mais en l'occurrence, la plupart des amputations du pénis font suite à une demande de personnes, par exemple, qui veulent changer de sexe. Donc, imaginez que vous vouliez changer de sexe, vous voulez enlever votre pénis et le lendemain matin, vous relevez avec une belle érection, ou en tout cas la sensation d'avoir une belle érection, ça peut poser des problèmes psychologiques importants, donc c'est pas anodin. Par ailleurs, les sensations fantômes peuvent aussi toucher les amputations mammaires, suite par exemple à un cancer du sein. Les personnes peuvent ensuite rapporter, au-delà de douleurs cicatricielles, de douleurs d'irradiation dans le bras, on peut avoir des douleurs fantômes, de sensations de pérennité donc, du sein. On peut avoir des sensations aussi fantômes liées par exemple dans les cas d'hystérectomie. Donc, lorsqu'on enlève l'utérus, eh bien, les femmes qui ont subi ces hystérectomies peuvent rapporter des sensations de type douleur menstruelle, etc. Ou encore des sensations fantômes lors d'énucléation, c'est-à-dire lorsqu'on enlève l'œil, eh bien, on peut encore souffrir malgré le fait que l'on n'ait plus d'œil. Alors, ces sensations fantômes n'ont rien d'anecdotique. Et en l'occurrence, entre 80 et 95% des amputés témoignent de sensations fantômes, en tout cas d'amputés adultes. Donc ça n'a rien d'anecdotique et c'est vraiment quelque chose de très fréquent chez les amputés. C'est un peu moins fréquent lorsque l'amputation se fait chez un jeune. Par exemple, chez un jeune de 7-8 ans, eh bien, on a un pourcentage de patients qui rapportent des sensations fantômes de l'ordre de 60-70%.
Lorsque l'amputation est encore plus jeune, par exemple chez des enfants de 2 ans, eh bien, seuls 20% des enfants, plus tard, hein, vont rapporter des sensations fantômes. Et enfin, on a des écrits sur des patients amputés congénitaux qui disent ressentir des sensations fantômes alors même qu'ils n'ont jamais eu le membre. Et en l'occurrence, on a des enfants qui disent pouvoir compter sur leurs doigts, sur des doigts qu'ils n'ont jamais eus, et lorsqu'ils comptent sur leurs doigts, ils ont la sensation que les doigts bougent. Donc vous voyez que ces sensations fantômes peuvent exister, y compris chez les amputés congénitaux, mais là, ça reste quand même très rare. Et globalement, plus on a l'expérience de notre corps, plus on a de chances d'avoir des sensations fantômes. La posture du fantôme. Alors, généralement, le bras ou la sensation d'avoir ce bras est dans une posture assez naturelle. Par exemple, si je suis comme ceci, je vais avoir la sensation que mon bras est bien dans le prolongement, que ma main est bien dans le prolongement du bras si c'est une amputation de la main. Parfois, on a des postures un peu particulières et on a des patients, par exemple, qui mentionnent, on a des cas dans la littérature de patients qui disent sentir le fantôme comme étant dans cette posture. Et ce sont des patients, lorsqu'ils veulent passer une porte, eh bien, de peur de taper le fantôme contre la porte, eh bien, vont se tourner et se déplacer de manière à passer le fantôme dans le cadre de la porte. Alors que, bien évidemment, ce n'est qu'un fantôme, il n'y a pas de bras et, en toute logique, il devrait pouvoir passer sans aucune difficulté. Et les patients ont bien évidemment la pleine conscience que leur membre a disparu. Mais néanmoins, ils ont cette sensation extrêmement vivace que ce membre reste toujours présent. On a d'autres patients qui mentionnent, par exemple, avoir une posture un peu particulière du bras, par exemple le bras comme étant dans le dos, le bras fantôme comme étant dans le dos, et qui disent ne pas pouvoir dormir sur le dos parce qu'ils ont l'impression de dormir sur le bras fantôme, donc ils sont gênés par cette posture, alors que le segment n'est pas là. Alors, associé à ces sensations de présence du segment, on a aussi toute une palette de sensations plus ou moins désagréables, donc des sensations par exemple de décharge électrique, des sensations de contraction, de crampes, mais aussi tout un lot de douleurs qui font que les patients amputés, très fréquemment, viennent dans les cliniques douleurs pour essayer de trouver une solution à leur douleur. Et là, il y a une ingéniosité extrême puisque les sensations sont très variées, vont de la sensation de perforation, l'impression qu'on plante un couteau dans le membre, l'impression d'un membre qui est écrasé, sensation d'un membre qui reçoit des décharges électriques, sensation par exemple pour la main qu'on vous arrache les ongles, sensation que l'on vous met la main dans une presse, etc. etc. Donc on a des douleurs fantômes qui peuvent être extrêmement désagréables et qui amènent bien évidemment beaucoup de patients à consulter pour essayer de trouver une solution à ces douleurs. Les sensations, qu'elles soient douloureuses ou non douloureuses, témoignent bien souvent de l'expérience passée. En l'occurrence, des patients peuvent rapporter, toujours ressentir leur bague sur leurs doigts alors qu'ils ont perdu leur main. Donc il y a en quelque sorte une inscription mnésique dans le système nerveux du sujet qui fait que cette sensation qu'il a eue pendant des années, eh bien, perdure après amputation. Même chose, on a des patients qui ressentent, malgré l'amputation de la jambe, qui ressentent toujours porter des chaussures. Par ailleurs, et c'était mentionné dans le petit résumé que j'ai fait de cette conférence, les patients qui, par exemple, ont des douleurs avant l'amputation, de type douleurs rhumatoïdes, de l'arthrite, etc., qui sont extrêmement gênantes, eh bien, si on ampute le segment, eh bien, vont, pour une partie d'entre elles, continuer à ressentir ces douleurs. Parce qu'on pourrait penser, somme toute, que bien, on avait des douleurs arthriques, rhumatoïdes, eh bien, on pourrait penser que l'amputation, tout au moins, va lever ce genre de douleurs. Eh bien, dans un certain nombre de cas, ces douleurs perdurent après même que le segment ait disparu. Par ailleurs, les patients qui avaient déjà perdu
leur segment en quelque sorte pour des causes par exemple de gangrène, de lèpre ou de perte de sensibilité du segment. Eh bien, quand le segment est amputé ultérieurement, eh bien, le membre étant en quelque sorte déjà perdu d'avance, étant déjà perdu avant l'amputation, eh bien, n'ont pas ou peu de sensations ou de douleurs fantômes après l'amputation. Donc, les sensations qu'ont les patients de ce fantôme sont intimement liées à l'expérience que le sujet a de ce corps. Alors, on parle beaucoup de douleurs fantômes dans le cadre des amputations, mais on a aussi des douleurs fantômes dans d'autres cas de figure, et en règle générale, chaque fois que le corps n'est en quelque sorte plus relié au système nerveux central ou n'est plus relié au cerveau. Et c'est le cas, par exemple, lorsqu'on a une lésion de la moelle épinière. Par exemple, vous avez une lésion de la moelle épinière au niveau cervical, eh bien, vous n'aurez plus aucune sensibilité qui remonte du corps vers le cerveau et vous n'aurez plus aucun contrôle de ce corps. C'est le cas de la tétraplégie. Eh bien, les patients tétraplégiques peuvent eux aussi, malgré le fait que leur corps est toujours présent, mais est absent d'un point de vue neurologique, il n'y a plus de liaison avec le cerveau, eh bien, ces patients peuvent eux aussi avoir des douleurs fantômes. Même chose dans les cas d'arrachement brachial, hein, c'est lorsqu'on par exemple, lors d'un accident de moto, on peut avoir un déchirement de tout le matériel nerveux au niveau du bras et vous avez ensuite un bras qui est mort. C'est le cas, par exemple, Jamel Debbouze, on le voit toujours avec sa main dans la poche. Eh bien, il a un bras mort, il y a un arrachement brachial, donc son bras ne reçoit plus aucune information du cerveau et son bras n'envoie plus aucune information du cerveau. Et dans ce cas-là, on peut aussi avoir des douleurs fantômes, au même titre que dans toute forme d'anesthésie. Si je vous anesthésie complètement le bras, vous n'aurez plus aucune sensation au niveau de ce bras, mais néanmoins, vous aurez toujours la sensation que ce bras existe. Donc la douleur fantôme existe, y compris lorsque le segment est présent, mais est déconnecté du cerveau du sujet. Alors heureusement, ces sensations fantômes ou douleurs fantômes tendent à disparaître avec le temps, en tout cas pour une certaine proportion de la population. Et on a entre 50 et 60% de patients chez qui les sensations fantômes tendent à disparaître au fil des mois ou des années. Donc c'est un processus qui peut prendre beaucoup de temps. On a quand même des patients qui, dans la littérature, le cas de sensations fantômes qui ont duré le plus longtemps, c'est 57 ans. Donc un patient qui, 57 ans après l'amputation, continue à ressentir son membre, continue à avoir éventuellement des douleurs fantômes. Et quand bien même ce membre tendrait à disparaître de la conscience du sujet, c'est-à-dire que le fantôme tendrait à disparaître, eh bien on se rend compte qu'on peut très facilement redonner vie à ce segment. Mais en période pascale, ou juste avant la période pascale, je dois vous parler de la résurrection du fantôme. Et en fait, on peut très facilement réveiller un fantôme ou ramener à la vie un fantôme par des manipulations extrêmement simples, comme par exemple ici, c'est une publication qui est assez ancienne maintenant de Ramachandran, qui a beaucoup publié sur le membre fantôme. Et il avait vu un patient qui avait perdu toute sensation fantôme depuis 9 ou 10 ans. Et il l'a placé face à un miroir de façon extrêmement simple. Vous avez ici un miroir qui est disposé dans le plan sagittal. Et le patient regarde sa main réelle et voit sa main réelle se projeter dans le miroir. Et cette main droite, ici, lorsqu'elle est projetée dans le miroir, fait apparaître une main gauche, qui est inexistante chez le sujet, bien sûr, on parle d'un amputé. Et le fait même de voir sa main droite, mais aussi de voir sa main gauche, parce que somme toute, compte tenu de la symétrie droite-gauche du corps, il voit maintenant ses deux mains. Eh bien, cette simple manipulation amène à une résurrection du fantôme. Et après 9 ou 10 ans de disparition. De même que chez des patients qui ont perdu les sensations fantômes ou qui ont perdu les sensations de mouvement du fantôme, eh bien, il suffit de stimuler leur cortex, en l'occurrence les zones qui
pilotent la main ou qui reçoivent les informations de la main ou de la jambe, peu importe, eh bien, il suffit de stimuler, soit électriquement, soit avec une décharge magnétique, de stimuler le cortex pour faire réapparaître ce fantôme et redonner une mobilité à ce fantôme. Donc le patient sent son bras qui se déplace au gré des stimulations du cerveau, des stimulations corticales, alors qu'il avait perdu toutes ses sensations depuis des années. Donc on voit que par des manipulations très simples, ici un tout petit peu plus complexes, on peut très facilement redonner vie à ce segment. Donc ce corps, ou cette conscience d'avoir un corps, on se rend compte bien que est très attaché à l'intégrité du corps. Et ce corps est un corps qui est prototypique avec 2 bras, 2 jambes, 2 mains, 2 pieds et qu'il est très difficile de s'en extraire. En quelque sorte, le cerveau serait prédisposé à représenter un corps prototypique, 2 mains, 2 jambes, etc. Et quelle que soit la correspondance avec le corps actuel. Et que ce corps soit pour partie amputé, eh bien, le cerveau, en quelque sorte, ignore cette information, ou feint de l'ignorer en tout cas. Alors, est-ce que pour autant cette représentation du corps est complètement immuable? C'est-à-dire que, on l'a vu, même si le fantôme tend à disparaître au bout d'un certain nombre d'années, puisque ça prend du temps en général, est-ce que pour autant, une fois qu'il a disparu, il est immuable? On a vu que, il a disparu à jamais, on a vu que non, et qu'il est facile de le ramener à la conscience. Donc on pourrait penser que, bien, après tout, il est quasi impossible de changer cette représentation ou cette conscience que l'on a du corps. Alors ceci n'est pas tout à fait vrai, et on a des arguments cliniques qui montrent que, après des lésions cérébrales, on peut avoir des représentations tout à fait erronées de notre corps. Et là, je vous renvoie à une lecture extrêmement intéressante des livres écrits par Oliver Sacks, qui était neurologue, et qui a publié des cas cliniques. Et en l'occurrence ici, le cas d'un patient qui a souffert d'un accident vasculaire cérébral, donc une lésion au niveau cérébral, et qui, suite à cette lésion, souffre d'une paralysie. Et on voit donc ce patient a une jambe paralysée, sauf que ce patient considère que cette jambe, ce n'est pas le seul, hein, on a plein de cas dans la littérature, ce patient considère que cette jambe ne lui appartient pas. Et donc ce sont des patients, ce qu'on appelle une asomatognosie, sont des patients qui ne reconnaissent plus un membre comme leur appartenant. Et ce patient, ce cas particulier qui a été décrit par Oliver Sacks, eh bien, ce patient voyait cette jambe dans son lit, cette jambe ne lui appartenant pas, et jetait la jambe du lit. Sauf que quand par chance il arrivait à jeter la jambe du lit, eh bien, le reste du corps partait avec et ce patient tombait de son lit. C'est pour ça que Oliver Sacks a appelé ce cas l'homme qui tombait du lit. Donc on a des cas où cette représentation du corps peut être modifiée. On a aussi des cas, toujours suite à des lésions cérébrales, de membres fantômes surnuméraires. C'est-à-dire que c'est des patients qui perçoivent avoir plus de membres qu'ils n'en ont dans la réalité. Et on a par exemple, voici le dessin d'une patiente qui reporte ses sensations. Elle a un membre, un bras, suite à une lésion cérébrale qui est partiellement paralysé. Et lorsqu'elle veut lever le bras, par exemple, pour enlever ses lunettes ou mettre ses lunettes, eh bien, elle a l'impression qu'elle a un nouveau bras qui vient se greffer sur le premier, et d'où la sensation d'avoir un bras supplémentaire, ce qu'on appelle une sensation fantôme surnuméraire. Mais la particularité des 2 cas que je viens de vous mentionner ici tient au fait que ces modifications de la représentation corporelle s'observent dans les cas de lésions centrales, de lésions corticales. Et en aucun cas, on a des modifications en cas de lésions périphériques, comme c'est le cas de l'amputation. Et dans l'amputation, on a une lésion périphérique et la représentation que l'on a de notre corps ne bouge pas. Par contre, lorsqu'on a des lésions centrales, on peut voir apparaître des modifications assez importantes, comme celle-ci où le patient considère que sa jambe n'est plus sienne, ou celle-ci où le patient a l'impression d'avoir un membre qui vient se surrajouter à ses membres déjà présents. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que cette conscience d'avoir un bras, par exemple,
le fantôme, eh bien, peut disparaître en cas de lésion cérébrale. Et on a des patients qui ont été amputés, qui ont vécu un certain nombre d'années avec leur amputation, qui ont souffert de douleurs et qui soudainement, suite à un accident vasculaire cérébral, eh bien, ne souffrent plus et ne perçoivent plus ce membre comme étant présent. Donc on voit que cette conscience du corps n'est pas liée à la réalité de ce corps, n'est pas liée aux informations qui viennent de ce corps, mais c'est une représentation interne au cerveau dans une forme prototypique avec 2 bras, 2 jambes et quasiment non modifiable. Alors, néanmoins, on l'a vu qu'avec des lésions cérébrales, on peut arriver à modifier ces représentations et expérimentalement, on peut arriver avec des manipulations très simples à amener à des modifications du corps ou à amener un sujet à accepter des modifications assez importantes de son corps. Alors ici, une situation extrêmement simple. Vous avez un sujet normal, un sujet sain, qui n'a pas de lésion, qui n'est pas amputé. Et vous voyez ici, ce sujet a une main qui est cachée. Alors là, on voit sa main, mais elle est cachée sous un support. Et on place devant lui une main en plastique. On place devant lui une main en plastique et on va stimuler en même temps sa main réelle. Donc il va avoir des sensations tactiles sur cette main qu'il ne voit pas. Et de façon synchrone, on va stimuler cette main en plastique. Donc il a une information tactile sur sa main réelle et il a une information visuelle qui correspond, en tout cas temporellement, à ce qu'il ressent sur la main. Et au bout d'un moment, le sujet va avoir tendance à fusionner ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Et au bout d'un moment, on va avoir l'impression que cette main, dont il sait pertinemment que c'est une main en plastique, ou il sait pertinemment que ce n'est pas la sienne, eh bien, il va avoir la sensation que cette main lui appartient et que les coups qu'on met sur sa main réelle se font ici. Donc, grosso modo, sa main tend à glisser ici vers cette main en plastique et il tend à s'approprier cette main en plastique. On le voit ici, donc au bout d'un moment, le sujet a l'impression que c'est cette main qui reçoit les stimulations tactiles et il y a une fusion des informations tactiles et visuelles. Donc on arrive quand même à tromper le sujet. Alors voici une vidéo que j'espère va fonctionner, qui montre ce phénomène. Alors ici, on a le sujet qui correspond au sujet sain qui est ici. Ah mince, il ne fallait pas que j'appuie sur ma télécommande. Donc on lui met un gant, bon pour le coup ça ne sert pas à grand chose, et c'est sa main qui va être cachée. Donc ça c'est la main que le sujet ne verra plus, et on place devant lui une main, une fausse main, et le sujet sait pertinemment que c'est une fausse main, et on va stimuler pendant une période de 2, 3, 4 minutes les 2 mains de façon synchrone. Donc on stimule sa main réelle, et en même temps de façon synchrone, il voit cette main, cette fausse main stimulée. Donc il y a une synchronie entre la vision et le tact. Et vous voyez, au bout d'un moment, lorsque soudainement, au bout d'un moment, le sujet a tendance à s'approprier cette fausse main, il sait que ce n'est pas sa main, mais il a tendance à sentir les sensations dans cette main, et si soudainement vous tordez le doigt de cette main en plastique, eh bien le sujet va avoir un mouvement de retrait, comme si on s'attaquait à sa propre main. Et ceci ne fonctionne que si il y a une synchronie parfaite entre la stimulation visuelle et la stimulation tactile. Si vous désynchronisez les deux, ça ne fonctionne plus du tout. Et on a la même chose sur le corps, sur l'ensemble du corps, mais je vais revenir maintenant au fantôme. Donc on voit que quand même, on peut jouer sur cette conscience du corps, sur cette représentation du corps, mais si on veut jouer sur cette conscience du corps, cette représentation du corps, il faut aller jouer au niveau cortical. Et au niveau périphérique, ça n'a pas ou peu d'effet, et l'amputation est là pour témoigner. Alors, comment expliquer l'origine des sensations et des douleurs fantômes? Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer les sensations ou les douleurs fantômes. Le premier facteur, c'est qu'au niveau du mognon, ici par exemple, on a une amputation du bras droit, eh bien, au niveau du mognon, va se former ce que l'on appelle un névrome. C'est-à-dire que le fait de couper un nerf
va donner lieu à une prolifération de cellules nerveuses. Donc les cellules, on les coupe, et elles continuent à vivre et elles vont proliférer. Et va se créer une sorte d'amas de cellules nerveuses dont les caractéristiques ne correspondent plus tout à fait d'ailleurs à des cellules nerveuses normales. Et cet amas de cellules nerveuses va envoyer des signaux anarchiques au cerveau, surtout si on commence à toucher le mognon. Donc, ces cellules vont envoyer des signaux anarchiques au cerveau qui peuvent donner lieu à de la douleur. Et si on anesthésie ce névrome, c'est-à-dire que si on injecte un anesthésiant, eh bien on va réduire les décharges de ces neurones ici, ou de ce névrome, et réduire pour partie la douleur. Alors, ceci ne peut pas expliquer dans sa globalité la symptomatologie fantôme pour une raison qui est très simple, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on anesthésie un segment, on peut avoir des douleurs fantômes. Or, dans le cas de l'anesthésie d'un segment, il n'y a pas de névrome. Même chose chez les amputés congénitaux. Les enfants qui naissent sans bras, on n'a pas de névrome. Et enfin, le névrome met un certain nombre de jours à se former. Ce n'est pas immédiatement après la section. C'est un mécanisme qui met des jours à se former ou des semaines à se former, cette prolifération cellulaire. Or, les douleurs fantômes peuvent être ressenties immédiatement après la levée de l'anesthésie. Donc, si le névrome peut être un facteur explicatif des douleurs fantômes, le névrome ne peut à lui seul expliquer toute la symptomatologie fantôme. Autre élément qui peut expliquer ces sensations ou ces douleurs fantômes vient de modification des voies nerveuses au niveau de la moelle épinière. Et on a ici donc les voies nerveuses qui sont censées véhiculer l'information qui vient du bras. Donc bien évidemment, c'est toujours les voies qui véhiculent les informations qui devraient venir du bras. Eh bien, compte tenu de la lésion et des modifications périphériques, eh bien, on va avoir ici des structures au niveau de la moelle épinière qui vont devenir hyper excitables et qui vont avoir tendance, un peu comme le névrome, à envoyer des signaux vers le cerveau qui peuvent avoir pour conséquence soit les sensations fantômes, soit les douleurs fantômes. Donc, ces modifications des circuits de la moelle épinière peuvent générer des signaux qui vont être interprétés comme quelque chose de douloureux. Une fois encore, on sait que ce mécanisme existe, mais néanmoins, on sait qu'il ne peut seul expliquer la symptomatologie fantôme, puisque des patients tétraplégiques, qui ont des lésions hautes de la moelle épinière, et chez qui on sait que ces réseaux se situent en dessous, puisque ces réseaux se situent ici pour ce qui est du membre supérieur, ici pour ce qui est du membre inférieur, eh bien ces réseaux qui dysfonctionnent au niveau de la moelle épinière sont en dessous de la section de la moelle épinière. Donc les patients tétraplégiques qui souffrent de douleurs fantômes ou de sensations fantômes, eh bien on ne peut pas considérer que ceci peut être dû à des dysfonctionnements au niveau de la moelle épinière, puisque cette moelle épinière n'est plus connectée avec le cerveau. Et la dernière piste pour expliquer ou essayer de comprendre ce que sont ces sensations de douleurs fantômes sont liées à une réorganisation du cerveau suite à l'amputation. Et en fait, notre cerveau est très plastique et on a longtemps pensé que passé un certain âge, vers 25-30 ans, notre cerveau devenait figé. Eh bien, on se rend compte aujourd'hui, en tout cas depuis les 20 dernières années, que le cerveau est complètement plastique et à chaque modification va se remodeler. Et on se rend compte qu'en cas d'amputation, on a une modification, une plasticité qui va se mettre en place et le cerveau, en tout cas c'est variable d'un patient à l'autre, risque de se réorganiser. Et donc je vais aborder maintenant ces réorganisations corticales qui pourraient, pour partie en tout cas, expliquer les douleurs fantômes. Et vous aurez compris que les douleurs fantômes, les sensations fantômes sont très complexes et sont multifactorielles. C'est lié au névrome, c'est lié à la moelle épinière, mais c'est aussi lié au cortex. Alors, on va monter maintenant à l'étage du cortex, à l'étage du cerveau, pour essayer de comprendre ce qui se passe suite à une amputation.
Alors ici, vous avez une coupe du cerveau. Donc là, vous avez une coupe, ce qu'on appelle une coupe sagittale, donc dans cet axe-là, et on voit un demi-cerveau ou un hémisphère cérébral. Ici, vous avez une coupe, ce qu'on appelle une coupe frontale. C'est comme si je coupais votre tête dans ce sens, et voici ce qu'on verrait de votre cerveau. Et ici, c'est une coupe horizontale, comme ceci. Alors, on voit sur ces images ici les deux hémisphères, parce que notre cerveau est divisé en deux hémisphères. Chaque hémisphère pilote un hémicorps. Mon hémisphère droit va piloter mon hémicorps gauche et mon hémisphère gauche va piloter mon hémisphère droit. On va zoomer un tout petit peu sur une tranche de ce cortex que voici. Et là, j'ai zoomé sur une partie de ce cortex ici, ce qu'on appelle le cortex sensorimoteur, qui est la partie du cerveau qui reçoit les informations qui viennent du corps, qui reçoit les informations sensorielles, et c'est la partie du cerveau aussi qui pilote le corps. Là, chaque fois que je fais un geste, eh bien, je vais activer une zone de mon cerveau qui va piloter ma main. Et on se rend compte, quand on regarde cette petite tranche de cortex, eh bien, on se rend compte que les informations qui viennent du corps ou qui vont vers le corps, on va parler pour l'instant des informations qui viennent du corps, n'arrivent pas de façon anarchique dans le cerveau, mais sont organisées. Et on voit par exemple que les informations qui viennent du visage, eh bien, vont arriver dans une zone particulière du cerveau que voici ici par exemple, qui va être par là. Donc ici, une zone du cerveau. Donc toutes les informations, chaque fois que je vais toucher votre visage, ou chaque fois que vous allez bouger la bouche, bouger le visage, eh bien, vous allez activer cette zone du cerveau qui est ici. Juste en dessous, au-dessus du visage, on voit ici cette zone du cortex où vont arriver les informations de la main. Donc chaque fois que je vais vous toucher la main ou chaque fois que vous bougez la main, eh bien, ça va être cette zone de votre cortex ou de votre cerveau qui va être active. Et enfin, voici les autres zones pour le reste du corps. Donc on voit que ces informations qui arrivent vers le cerveau n'arrivent pas de façon anarchique, elles ont des localisations bien précises. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a une déformation massive, une distorsion massive de certains segments corporels aux dépens d'autres segments corporels. Et on le voit ici, par exemple, la main est surreprésentée par rapport au reste du corps. Et on voit ici le visage ou la face qui est elle aussi surreprésentée par rapport au reste du corps. Et cette surreprésentation s'explique assez facilement, c'est qu'en fait, au niveau de la main, par exemple, on a une multitude de récepteurs, et on sait par exemple au niveau de la pulpe de l'index, il y a une richesse de récepteurs qui fait qu'on a une sensibilité très très forte. Eh bien, si on a une richesse de récepteurs, bien évidemment, il faut qu'il y ait une grosse zone corticale qui traite l'information. Et c'est vrai aussi d'un point de vue moteur. La motricité de la main est une motricité qui est extrêmement fine, avec beaucoup de muscles à piloter, etc. Donc cette main est extrêmement représentée au niveau cortical. Si l'on ressemblait à ces projections corticales, voilà ce à quoi nous ressemblerions. Eh bien, nous aurions de grandes mains, une grande bouche, et un tout petit corps. Par chance, nous ne ressemblons pas à ça, encore que si on était tous comme ça, somme toute, on se reconnaîtrait parmi nous et vraisemblablement, on en trouverait certains jolis. Mais bon, forcément, là, ça s'écarte un peu de la norme, donc on a tendance à ne pas trouver ça très joli. Alors, voyons ce qui se passe suite à une amputation. Alors, je vous l'ai dit, si par exemple, je stimule votre main droite, eh bien, cela va venir activer une zone particulière de votre hémisphère gauche, puisque c'est le cerveau gauche qui pilote l'hémicorps droit ou qui reçoit les informations de l'hémicorps droit, et c'est l'hémisphère droit qui reçoit ou pilote les informations de l'hémisphère gauche. Donc, si je touche la main saine d'un patient amputé, eh bien, ça va activer cette zone, par exemple, du cerveau. Si je touche sa bouche, ou si la personne bouge sa bouche, eh bien cela va activer cette zone du cerveau qui correspond ici. Donc vous voyez la zone de la face et juste au-dessus, la zone de la main. Ça, c'est du côté sain.
côté où le segment est présent. Si maintenant je touche la bouche de ce sujet amputé de l'autre côté, eh bien je vais voir ici que la zone qui va être activée lorsque je touche le visage du sujet, le visage qui correspond au côté amputé, eh bien on voit que la zone qui va être activée a grossi. Et en quelque sorte, la face a envahi l'espace cortical qui était initialement dévolu à la main. Donc on voit ici un débordement. Lorsque je stimule la face du sujet, du côté amputé, eh bien je vois ici apparaître un débordement de la zone qui était initialement dévolue à la face et qui prend la place de la zone de la main. En quelque sorte, qui va à la chasse perd sa place. Et ici, typiquement, eh bien, la main qui a disparu a perdu sa place et c'est la bouche qui a pris l'espace. Tant qu'à faire, il y a de l'espace, autant l'occuper et autant l'utiliser. Ça, c'est une marque de plasticité cérébrale. On enlève un segment, il y a une place qui se libère, eh bien, tant qu'à faire, autant occuper cette place. Et c'est ce qui se passe chez les patients amputés, dans une certaine mesure. Chez certains patients, cette réorganisation est importante. Chez d'autres patients, cette réorganisation est plus faible. Et on va voir que ça a une incidence sur la douleur. En tout cas, ce qu'il faut noter ici, c'est qu'on a une réorganisation corticale suite à l'amputation. Et en quelque sorte, on voit que la face va venir occuper la zone ici qui est maintenant plus ou moins libre, on va dire, et le reste du corps va lui aussi venir occuper la place ici qui est elle aussi libre. Donc les segments adjacents d'un point de vue cortical vont venir prendre la place. Alors ceci n'est pas sans conséquence, bien évidemment. La première conséquence, c'est ce qu'on appelle les sensations fantômes référées. Et ce qu'il se passe, c'est qu'après cette réorganisation, il y a quand même des petits problèmes d'adressage. Et en l'occurrence, si vous stimulez la face du patient, eh bien, il arrive parfois que les patients vont vous dire qu'ils ont l'impression qu'en parallèle de cette sensation sur la face, ils ont une sensation sur le membre fantôme. Ce qui n'est pas fondamentalement illogique, puisque la face est venue occuper une zone qui était initialement liée à la main. Donc le fait de stimuler ici va donner, ou chez certains patients, ce n'est pas systématique, va donner des sensations au niveau de la main. Et ce qui est important pour cette sensation fantôme référée, c'est ce qu'on appelle la proximité corticale. Il faut que le segment qui reçoit cette sensation est le segment qui est adjacent à la stimulation ou à la zone stimulée. Même chose, si on a affaire à une amputation du membre inférieur, eh bien, les patients qui ont des amputations du membre inférieur peuvent faire mention de sensations sur la jambe ou sur le pied lorsqu'il y a une stimulation des organes génitaux. Donc, une fois encore, c'est la proximité au niveau du cortex qui va déterminer la nature des sensations. Donc, le fait de toucher les organes génitaux de ces patients vont, pour certains, générer des sensations sur le pied, toujours pareil, pour une question de réorganisation corticale et de place qui est occupée par, ici, les organes génitaux. Et en règle générale, ces sensations, ce qu'on appelle les sensations référées, dépendent dans une large mesure de la réorganisation corticale. Et plus cet envahissement cortical ou cette réorganisation corticale va être importante, plus les sensations fantômes référées vont être importantes. Grosso modo, le segment a pris une place qui n'était pas la sienne et après on tend à s'y perdre un tout petit peu. Il y a un problème d'adressage, on ne sait plus trop ce que l'on ressent et ça donne ce genre d'ambiguïté. L'autre conséquence de cette réorganisation corticale, qui est là beaucoup plus problématique, c'est la douleur fantôme. Et on se rend compte que si on prend deux groupes de patients amputés, donc là on a deux groupes de patients amputés du bras droit, eh bien on se rend compte, si on regarde, si on fait ce qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va voir les zones qui s'activent dans le cerveau, et on se rend compte que si on demande à ces patients de bouger la bouche, donc la bouche va activer les deux hémisphères cérébraux,
Eh bien, on se rend compte que chez les sujets qui n'ont pas de douleur fantôme, il y a une assez belle asymétrie entre la droite et la gauche qui tendrait à penser que la face ou la bouche ne s'est pas déplacée, n'a pas glissé vers la zone de la main, alors que chez les patients qui souffrent de douleurs fantômes, on voit ici une réorganisation corticale très nette, en quelque sorte. Donc la bouche, la face est venue envahir la zone de la main et et ça pourrait être le siège ou la raison de ces douleurs fantômes. Et ce que montrent les auteurs, ici dans une revue célèbre, la revue Nature, qui est le Graal du scientifique, eh bien, les auteurs montrent qu'il y a un lien très fort entre le déplacement ou l'envahissement cortical, qui est représenté ici par ces petites montagnes. Il y a une relation très forte entre l'envahissement cortical et la douleur fantôme. Donc plus l'envahissement cortical ou plus la plasticité corticale s'est mise en place, plus les douleurs fantômes sont importantes. Donc alors on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi cette réorganisation génère de la douleur. Peut-être que c'est une conséquence de la réorganisation au niveau de la moelle épinière, réorganisation faite sur tout le chemin de la moelle épinière jusqu'au cortex. Je n'ai pas passé tous les éléments, mais il y a une réorganisation tout le long du chemin. On ne sait pas trop pourquoi il y a cette réorganisation, on ne sait pas quel est le lien avec la douleur. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un lien avec la douleur. On ne sait pas si c'est une relation de cause à effet, est-ce que la douleur est la cause de cette réorganisation corticale, ou est-ce que c'est la réorganisation corticale qui est la cause de la douleur? On ne sait pas et on ne comprend pas. Mais en tout cas, une chose est certaine, on sait qu'il y a un lien entre les deux. Donc l'idée va être maintenant d'essayer de soulager les douleurs fantômes, en tout cas qui n'auraient pas comme origine le névrome ou la moelle épinière, essayer de soulager ces douleurs fantômes en travaillant sur la réorganisation corticale. Et l'idée, c'est soit d'éviter que cette réorganisation corticale se mette en place, soit travailler pour rétablir la position de la main dans le cortex, de la bouche dans le cortex, qui reviennent dans la position qui lui était dévolue avant l'amputation. Alors, il y a plusieurs manières de faire pour travailler sur cette réorganisation corticale. La première chose que l'on peut envisager, ce qui est assez rare néanmoins, c'est la greffe. Et ça fait très longtemps, on a ici des images qui datent de l'Antiquité, où on a essayé, où on a rêvé en tout cas, de greffer des parties corporelles. Alors, bien évidemment, la réussite de ce type d'intervention, de greffe d'une main par exemple, doit répondre à un certain nombre de défis, et ça ne fait que peu de temps qu'on arrive à répondre à ces défis. Un défi chirurgical, dans un premier temps, puisqu'il faut remettre en face des uns des autres les nerfs, tout le matériel nerveux, le matériel, tout ce qui est vascularisation et tout ce qui est musculaire. Donc ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi était un défi immunologique, puisque le corps et la greffe tendent à se rejeter l'un l'autre, donc il y a un défi immunologique. Et il y a aussi un défi qui n'est pas des moindres, qui est un défi neurologique ou psychologique, neuropsychologique, qui est de rendre cette main greffée fonctionnelle. Parce que greffer une main, en soi, ce n'est pas le plus compliqué, mais retrouver de la sensibilité au niveau de la main ou retrouver une motricité au niveau de cette main, c'est-à-dire que cette main redevienne fonctionnelle, là, il y a un vrai défi qui a été relevé en l'occurrence par une équipe, c'est un peu ancien maintenant, par une équipe lyonnaise qui ont mis en place ces greffes, ces premières greffes de membres. Et là, je parle de greffe chez des patients qui sont amputés depuis plusieurs années. Ce n'est pas on récupère le segment, par exemple, vous coupez le doigt, vous allez à l'hôpital, on vous remet le doigt, c'est votre doigt, là, ça se passe encore assez bien. Là, je parle de greffe où on prend le bras d'un cadavre qu'on va mettre sur un sujet bien vivant mais amputé. Quelles conséquences peut avoir cette greffe sur cette organisation corticale? Alors, d'une part, la réussite de cette équipe a été de rendre les membres greffés fonctionnels. Donc les patients ont retrouvé une sensibilité, donc avec la main qui est la main d'un cadavre, ont retrouvé une sensibilité, donc ils ont retrouvé des sensations tactiles,
Et ils ont retrouvé une motricité, donc capacité à retravailler avec cette main, ce qui est un défi énorme s'il en est. Et alors bien sûr, les patients ne sont pas revenus à des fonctionnalités comme vous et moi, hein, si tant est que vous ne soyez pas greffés. Mais néanmoins, les patients ont retrouvé une fonctionnalité. Et ce qu'ont observé les auteurs, eh bien, c'est que la main a retrouvé sa place au niveau cortical. Donc, la place de la main dans le cortex avait disparu ou avait été pour partie envahie par les segments adjacents, la face ou le reste du corps. Eh bien, après la greffe, je parle après la greffe, un certain nombre de mois après la greffe, une fois que le patient a retrouvé un usage de cette main, eh bien, on a vu réapparaître la main dans le cortex à la place qui était la sienne avant l'amputation. Donc cette main est revenue tout naturellement à sa place dans le cortex. Donc la greffe est peut-être le meilleur moyen de lutter contre la réorganisation corticale et donc lutter contre la douleur fantôme. Ce n'est pas le plus simple, hein, c'est pas le plus simple. Donc on a ici une réversibilité des réorganisations corticales. Donc on arrive à faire le chemin inverse. On ampute, ça a tendance à se réorganiser. On greffe, ça a tendance à se réorganiser dans l'autre sens. Et la main n'apparaît pas n'importe où. Hein. Elle n'apparaît pas ici en dessous du... Elle n'apparaît pas ici en dessous du pied. Elle revient bien à sa place. Il n'y a pas de souci. Alors aujourd'hui, je ne vais pas aller très loin là-dessus, surtout que je ne sais plus du tout si je n'ai pas déjà dépassé l'heure, je pense que oui. Aujourd'hui, on en est à faire des greffes de tête. Et les premiers travaux, notamment les travaux de 2014, montrent qu'on a réussi, enfin pas moi, hein, je serais fier de l'avoir fait, mais ce n'est pas moi, des auteurs ont réussi à greffer des têtes sur des corps de souris. Et on le voit ici, avec 2 souris, ils ont réussi à en construire une. Un peu comme les enfants, vous leur donnez 2 voitures, ils les cassent les 2, ils en reconstruisent une. Eh bien, les chirurgiens ont fait ici à peu près le même travail. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que, eh bien, ils ont réussi à maintenir en vie ces souris quasiment une journée ou 2 journées. Généralement, elles meurent au bout d'une journée ou 2. Mais néanmoins, sans système externe, ont réussi à maintenir fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, et ont réussi à maintenir une activité du cortex. Alors c'est une activité électroencéphalographique. Alors les auteurs ont triché un tout petit peu, c'est qu'en fait ils n'ont pas coupé la tête au niveau ici du haut de la colonne vertébrale ou de la moelle épinière, c'est qu'en fait ils ont coupé la tête en haut du tronc cérébral. Donc le corps qu'on a mis sur la tête s'accompagnait d'une partie quand même du système nerveux central jusqu'au tronc cérébral. Et en l'occurrence, c'est là qu'est gérée toute la respiration, tous les battements cardiaques, etc. Parce qu'une greffe, ça met énormément de temps à se mettre en place. Les reconnexions nerveuses mettent des mois et des mois à se mettre en place. Vous imaginez bien que si on coupe et qu'on remet une tête sur un corps, il n'y a plus de battement cardiaque, il n'y a plus de rythme respiratoire, la bestiole va mourir dans la minute qui suit. Donc la petite astuce des auteurs, eh bien, c'est de greffer le corps, mais auquel ils ajoutent quand même le tronc cérébral pour maintenir les fonctions vitales en l'état, et ils greffent uniquement la tête avec la partie haute du cerveau, mais néanmoins ils arrivent à maintenir en vie ce cerveau tout au moins une journée, maintenir en vie ce corps tout au moins une journée, ce qui est quand même un défi. Alors on est encore loin de retrouver une fonctionnalité du corps. Là on n'y est pas du tout, mais néanmoins on arrive à maintenir en vie la tête, maintenir en vie le corps, mais il n'y a pas de relation fonctionnelle encore entre les deux. Certains chirurgiens mentionnent qu'en 2017, ils seront prêts pour faire des opérations de tête ou sur des sujets humains. Des expérimentations ont été faites cette année sur des singes, où on a posé la tête d'un singe sur le corps d'un autre singe. Pas mal de battage médiatique autour, aucune publication. Aucune publication scientifique, ce qui remet quand même, compte tenu de l'importance de ce genre d'intervention, ce qui questionne sur la réalité des travaux. Parce que c'est des travaux, vous publiez ça, vous êtes prix Nobel.
Je pense qu'avant même la fin de l'opération, vous êtes prix Nobel. Vous avez des publications dans les plus grandes revues, les plus prestigieuses. Or là, pas de publication, ce qui pose quand même vraiment une question de la véracité scientifique des travaux. Mais néanmoins, on a déjà des patients qui sont prêts à donner leur tête et récupérer le corps d'un cadavre qui souhaiterait voir accrocher leur tête. Et je pense qu'en 2017, on ne sera pas prêt, mais on peut supposer que dans 20 ou dans 30 ans, eh bien, ce sera peut-être des choses qu'on sera capable de faire. Il y a 100 ans, on aurait dit qu'on pouvait greffer des mains et retrouver la motricité de cette main, on aurait certainement dit que ce n'était pas possible. Là, aujourd'hui, les neurologues s'entendent pour dire que c'est vraisemblablement pas possible, mais peut-être que dans 30, 40 ans, 100 ans, ce sera quelque chose qui leur relèvera du possible. Autre possibilité, ici, par exemple, chez des tétraplégiques, eh bien, peut-être pour éviter les douleurs, les réorganisations corticales, eh bien, autre possibilité, c'est de récupérer, mince, il ne faut pas que j'utilise mon pointeur, c'est de récupérer au niveau du cerveau des signaux, en fait, récupérer les volontés, je parle des volontés au sens de contrôle moteur, les volontés motrices du patient, et transformer ces signaux en des signaux qui vont aller piloter un bras robot. Et on voit ici une patiente tétraplégique où on va récupérer au niveau de son cortex des signaux et elle va pouvoir piloter un bras robot en quelque sorte à l'aide de la pensée. Donc là, il y a vraiment un défi technologique parce qu'il faut une compréhension extrêmement poussée du cortex moteur en l'occurrence pour arriver à piloter ce genre de bras robot. On voit que ce n'est pas parfait bien évidemment, mais je suppose que pour la patiente, c'est déjà énorme. Et au moins, pour les vacances pascales, elle pourra manger du chocolat, ce qui est déjà pas mal. Et la fameuse phrase « pas de bras, pas de chocolat », aujourd'hui, eh bien, grâce à la science, ne tient plus. Autre chose plus pragmatique, plus proche de la réalité, même si jusqu'à présent je ne vous mentais pas, hein, c'était la réalité mais néanmoins peu accessible, une possibilité pour lutter contre les douleurs, lutter contre la réorganisation corticale, consiste à greffer des prothèses, et ce qu'on appelle des prothèses myoélectriques. C'est-à-dire que ce sont des prothèses qui sont pilotées à partir des muscles du mognon. Donc, ici, vous avez une prothèse que le sujet va mettre sur son mognon et on va récupérer des signaux physiologiques des muscles. Donc, dans le mognon, on récupère les muscles, on récupère des signaux sur les muscles et le patient, en contractant un muscle ou l'autre muscle, va piloter sa prothèse. Et regardez un peu ce que ça donne. Donc là, c'est une version quand même assez avancée de prothèse. Mince, il ne faut pas que j'appuie là-dessus, je le refais à chaque fois. Oui, mais mon cerveau ne contrôle pas tout pour le coup. Donc ici, sur la base de deux muscles du mognon, le patient pilote sa prothèse. Bien évidemment, avec deux muscles, on ne peut pas faire des mouvements très complexes. Et donc, la prothèse a plusieurs configurations. Et il suffit de bouger la configuration et toujours avec ses muscles, il peut piloter un autre mouvement. On voit ici, il peut pointer du doigt, il peut vous serrer la main si vous ayez confiance. Il peut faire pas mal de choses juste sur la base de deux muscles dont on enregistre l'activité de surface. On peut enregistrer l'activité musculaire à partir de la surface, ce qu'on appelle l'électromyographie. Et on va réinjecter les signaux dans cette prothèse et le patient va retrouver une utilité, va pouvoir utiliser ce membre comme étant presque un membre normal. Et ce qui est intéressant de noter, ah ben là ça marche, alors je ne sais pas pourquoi. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le port de prothèse, et surtout de prothèse myoélectrique, atténue les douleurs fantômes et inverse la réorganisation corticale. Donc le fait de donner un segment qui visuellement prend la place du membre disparu, donc il y a des informations visuelles qui arrivent. Rappelez-vous l'expérience que je vous ai montrée sur la main en latex. Eh bien, le fait de voir une main en lieu et place de la main qui était la sienne avant, le fait d'envoyer des signaux moteurs vers cette main, eh bien, va faire que l'on va rétablir l'organisation cérébrale et de ce fait
soulager les douleurs fantômes. Alors aujourd'hui, on a des prothèses plus élaborées, mais qui ne sont pas encore disponibles commercialement, où on va récupérer, où on a dans la prothèse, en fait, donc c'est une prothèse myoélectrique, donc le sujet pilote avec ses deux muscles, et ont été placés dans la main de la prothèse, enfin dans la prothèse, des capteurs, notamment des capteurs de force, qui vont générer des signaux électriques. Lorsque on appuie dessus, ça génère des signaux électriques. Et ces signaux électriques vont être réinjectés dans les nerfs du patient au niveau du bras. Donc on va récupérer des signaux électriques qu'on va venir injecter dans le matériel nerveux du patient. Et les signaux électriques vont monter jusqu'au cerveau et rétablir des sensations de contact, des sensations de pression. Alors là, c'est très expérimental aujourd'hui, ça fonctionne, on peut le voir au travers de cette vidéo. Et on peut supposer, il n'y a pas d'études sur la réorganisation corticale, mais on peut supposer que si une prothèse myoélectrique suffit à réorganiser au niveau cortical, eh bien cette prothèse qui est encore plus élaborée, qui en plus renvoie des signaux de contact, de toucher, va plus encore faciliter la réorganisation corticale et lutter contre les douleurs fantômes. Donc on voit ici les signaux qui vont des capteurs transformés en signaux électriques et on renvoie ces signaux électriques à l'intérieur même du matériel nerveux du sujet. Et les nerfs, qu'est-ce qu'ils véhiculent? Ils véhiculent des signaux électriques. Donc là, on ne fait que véhiculer des signaux électriques qui vont aller activer les structures corticales des patients. Alors, toujours dans cette optique-là, il y a d'autres techniques. Alors, je ne vais pas les aborder une à une. Il y a la technique, une thérapie très classique en clinique douleur des amputés, la thérapie miroir. Donc, on fait travailler un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, les patients qui de fait, retrouvent des sensations. Et on a par exemple des patients qui disent avoir les ongles de leur fantôme qui rentrent dans la paume de la main. Eh bien, grâce au miroir, ils vont pouvoir réouvrir cette main et soulager les douleurs fantômes. Et ça va aussi pouvoir potentiellement modifier la carte corticale. Même chose avec la réalité virtuelle. On peut en réalité virtuelle prendre les mouvements d'un bras et donner l'illusion au patient que c'est son autre bras qui se déplace. Même chose au niveau de l'imagerie motrice. Je ne vais pas développer toutes ces stratégies, mais toutes ces stratégies ou toutes ces techniques de rééducation ou techniques pour soulager la douleur ont toutes pour finalité de soulager la douleur et de modifier ou inverser cette modification corticale. Dernière technique, et je m'arrêterai là, qui consiste à stimuler directement le cortex moteur des patients. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous stimulez le cortex moteur, eh bien vous générez soit des sensations de mouvement, soit des mouvements réels. En l'occurrence, s'il n'y a pas de bras, il n'y a pas de mouvement réel, mais néanmoins vous redonnez de la motricité à votre fantôme ou à votre cortex en quelque sorte. Et ceci peut soulager de la douleur. Et si ça soulage véritablement de la douleur, c'est des stimulations en l'occurrence magnétiques, si ça soulage de la douleur, eh bien on va pouvoir envisager des interventions où on va placer à l'intérieur du crâne de l'individu une électrode et on va pouvoir injecter au niveau du cortex moteur de l'individu des signaux électriques qui vont permettre, au même titre que la stimulation que l'on voit ici, la stimulation magnétique transcrânienne, qui vont permettre de soulager la douleur. Et on fait ça aussi au niveau pour les douleurs chroniques au niveau de la moelle épinière, où on place dans la moelle épinière des stimulateurs électriques, un peu comme les pacemakers. Et les patients, dès qu'ils ont mal, hop, ils s'envoient une petite injection électrique, ça leur fait des picotements, ça leur fait des sensations bizarres, mais ça coupe complètement la douleur. Donc il y a des interventions neurochirurgicales qui existent. On peut aussi stimuler des noyaux profonds du cerveau, en l'occurrence le thalamus, qui est un lieu de passage de toute l'information qui vient du corps jusqu'au cortex, et qui va, si on le stimule, eh bien, va redonner vie à toute la boucle sensorimotrice. On redonne des signaux comme si le bras existait, comme si le bras bougeait, etc. Et ce qui a un effet intéressant sur la douleur. Et on arrive, alors là, c'est les cas extrêmes où on n'arrive vraiment pas à traiter les douleurs qui ne répondent à aucune autre thérapie. Eh bien, dans ces cas-là, dans ces interventions-là, on a jusqu'à 50-60% d'allègement de la douleur. L'autre piste, alors je ne vais pas développer,
aujourd'hui pour traiter ces douleurs fantômes, c'est d'anticiper les douleurs, d'anticiper l'amputation, puisque l'on sait notamment que les sensations post-amputation dépendent de l'expérience avant l'amputation. Je vous l'ai dit, grosso modo, si votre membre est déjà mort avant de le couper, en quelque sorte, n'envoie plus de signaux, etc., s'il est déjà mort, eh bien vous ne le ressentirez plus après l'amputation, il n'y a plus de fantômes. Donc l'idée, il y a des pistes de travail qui consistent à essayer d'anesthésier le segment, anesthésier le membre, un certain nombre de jours avant l'amputation, en espérant que le jour où on ampute, eh bien, il y a une mémoire du fait que le membre, en quelque sorte, n'existait déjà plus. Ça ne marche pas très fort, peut-être parce qu'il faudrait des mois d'anesthésie préopératoire. Même chose post-opératoire, l'idée de maintenir une anesthésie assez longtemps après l'amputation, dans l'idée que lorsqu'une douleur s'installe juste après l'opération, cela peut modifier les circuits neurophysiologiques de la douleur et amener le système à fonctionner de façon chronique. C'est ce qu'on appelle une sensibilisation nerveuse, et on rentre dans un cercle vicieux où le système devient extrêmement sensible et apparaît une sorte de chronicité de la douleur. Donc l'idée, c'est d'anesthésier le segment assez longtemps après l'amputation en espérant qu'il n'y ait pas de mémoire d'une douleur post-amputation qui pourrait accentuer les douleurs perçues par la suite. Mais les bénéfices aujourd'hui sont assez peu convaincants de ce type d'intervention. Dernière chose, je crois que je vais m'arrêter là. Si ça vous intéresse, je vous en parle. Est-ce que cette conscience que l'on a du corps, c'est quelque chose d'inné ou quelque chose d'acquis? On a des arguments pour, on a des arguments contre, mais je vais passer parce que je crois que j'ai largement débordé. Et bien évidemment, je vous remercie de toute votre attention.